Bon, ils sont en train de préparer les images, mais nous allons quand même commencer. Merci. La présentation a été excellente. Permettez-moi de réfléchir aux choses que nous avons entendues jusqu'à maintenant. Cette dernière partie de la matinée qui va nous amener jusqu'à 13 heures, va nous permettre de bien voir comment créer des entreprises. Mais il est des données qui provoquent de la confusion. Nous avons toujours pensé que notre pays était le pays de petites entreprises capables, avec beaucoup d'imagination et de s'auto-reproduire. Par contre, sur la base des chiffres, nous avons vu que cette tendance est faible, 1%. Donc il y a un problème. Voir ce qui est arrivé ces 10 dernières années, ensuite, le point fondamental, voir de quelles entreprises parle-t-on? Si l'on parle d'entreprises qui ont une capacité d'être les locomoteurs du système, alors oui, mais tout à fait différent, c'est la situation d'entreprises traditionnelles ou qui ne font que survivre. Alors, avant d'en arriver au vif de la réflexion qu'on fera ultérieurement avec Domenico Mauriello, Alessandro Laterza et Laura Ramacciotti, il est important de réfléchir au sens des mots. Mais il y a une vidéo, n'est-ce pas, tout à l'heure? Alors, on va voir la vidéo sans interprétation, et ensuite, on verra ce que les gens pensent du concept « faire de l'entreprise ». Non, je n'ai pas nommé Carlo. Carlo a d'autres compromis et imprévus. Milky ha un business model innovativo focalizzato sul mondo lifestyle ed action sport, per cui su tutto quel mondo dei pazzi che fanno delle cose strane a livello sportivo e che lo vivono non solo come una passione ma come uno stile di vita. C'è un cuore tecnologico che prevede appunto il trasferimento di tecnologia di ambiti della meccanica più avanzata verso ambiti crescenti, nascenti. Poi c'è la parte commerciale che è Milky Way Shop, che prevede la realizzazione di un sito di riferimento quantomeno a livello europeo per tutti quei materiali che sono difficilmente reperibili e che servono alla pratica di action sport. E poi c'è un'anima di community che è un po' il motore di tutto il modello di business, con delle logiche di valorizzazione delle attività che loro fanno sulla community come sconti sul negozio. Il mio concetto di imprenditore prima era quello di Zio Paperone, Berlusconi, Agnelli, cioè erano dei concetti un po' stereotipati. Non pensavo, e su questo ritorno un po' anche sul ruolo della scuola, che ci potesse essere fra il novero delle possibilità che uno studente ha quando finisce di studiare, di fare un'impresa. Era una cosa totalmente fuori dalle mie corde. La spinta con cui sono partito è stata una spinta dovuta alla volontà di vendere un brevetto, fondamentalmente. E da lì poi in realtà mi è stato spiegato che in realtà si poteva creare un'azienda, che un'azienda è una cosa interessante, fate cose, però alla fine ho trovato la mia strada, penso, cosa che non avrei trovato da dipendente, probabilmente. Dunque, il ruolo dell'università per il progetto Milky Way non è stato diretto, è stato un ruolo indiretto, perché sicuramente le conoscenze che abbiamo acquisito nel percorso di studi sono state fondamentali e su questo non c'è dubbio, anche in relazione a magari compagni esteri con cui ci si confronta e così. In Italia abbiamo un'ottima preparazione, a mio avviso. Dal punto di vista invece della formazione dell'impresa, l'università secondo me potrebbe fare di più nel momento in cui spiega agli studenti o ai laureandi che c'è questa possibilità di fare delle imprese, anche partendo da nulla. Noi in realtà poi siamo stati aiutati indirettamente dall'università perché la fondazione Demo Center è partecipata dall'università, per cui siamo rimasti in ambito universitario, fra virgolette, però non è una concausa diretta, è un ecosistema che ha lavorato
per darci sicuramente una mano determinante. Senza Demo Center non saremmo qua. I problemi in azienda, in particolare in startup, sono all'ordine del giorno, più volte al giorno, sovrapposti, incrociati, trasversali, cioè ce n'è ovunque e in ogni dove. Noi abbiamo dovuto far fronte a tantissimi problemi, anche oggi li affrontiamo, però non mi sento di essere un caso isolato, cioè è la normalità, in azienda i problemi vanno affrontati e risolti. Chiaramente ci sono dei problemi organici che secondo me sono inevitabili, poi ci sono dei problemi che a mio avviso potrebbero essere molto evitati se ci fosse un approccio da parte delle istituzioni, da parte della struttura del paese, diciamo, che ti dà una mano. Questa cosa qua in questo momento e nei 3 anni che hanno preceduto questo momento non l'ho percepita grandemente. Se tornassi indietro farei sicuramente la scelta di creare Milky Way, non ho nessun tipo di dubbio. Ovviamente farei forse centinaia di errori in meno, spero, di quelli che ho fatto, perché gli errori quando si fa qualcosa non si contano più, se ne fanno tutti i giorni, l'importante è non rifarli 2 volte, per cui se tornassi indietro cercherei di non farli 2 volte. Domenico Mauriello, Laura e Alessandro Laterza. Laura Ramacciotti et Alessandro Laterza. Ce sont les intervenants pour cette table ronde. Premier point. Création de l'entreprise. Nouveau positionnement du système universitaire. Vous voyez l'évolution du produit du PNB des pays développés, des pays émergents, de 1980 à 2015. Depuis la fin du siècle, tout a changé. L'oscillation a augmenté, mais notamment la tendance entre les pays émergents et les autres a complètement changé. Depuis la fin des années 90, on a eu une reprise mondiale avec à la tête l'Inde, la Chine et le Brésil. Ensuite, la crise qui a touché de façon différente les nouveaux pays et les anciens pays. Ensuite, le double dip pour tous, et ensuite cette reprise. Ajoutons l'Italie. L'Italie en orange. Ah, respirez, très bien, vous avez respiré, il est bien de le faire, car à partir de la fin des années 80, nous avons toujours le taux de croissance le plus faible à l'échelon mondial, et notamment, nous sommes en dessous de la moyenne des pays développés. Nous avons ressenti plus que les autres la crise de 2001. Nous avons ressenti en 2003. On avait encore les effets de la dévaluation auparavant. La chute a été plus forte, mais notamment la deuxième chute a été encore plus remarquable. Quelle est mon interprétation? Mon interprétation est reliée à ce que M. Camelli disait tout à l'heure. Il y a une faiblesse structurelle en Italie. Tout cela est lié à la faiblesse des ressources humaines. Nous avons dormi pendant des années dans la conviction qu'on avait un problème de poètes, de navigateurs, de saints. Donc on n'avait pas besoin d'une organisation structurée de la recherche et de l'innovation. La Banque d'Italie, dans son étude sur les 150 ans, a énormément travaillé sur cela. Elle a travaillé sur l'idée qu'à partir de la fin du siècle dernier, il n'est plus suffisant d'avoir l'idée de notre développement de l'après-guerre, c'est-à-dire une croissance sans école.
Somme toute, le développement italien de l'après-guerre a été la théorie où il y avait un noyau de grandes entreprises très concentrées et de petites entreprises qui pouvaient se développer en transférant les connaissances acquises d'une génération sur l'autre génération. La discontinuité nous pose un problème de connaissance. Ce n'est pas seulement un problème de la société de la connaissance. Tout d'abord, parvenir à utiliser tous les outils. Ensuite, comprendre davantage. Le monde est nettement plus complexe qu'auparavant. Il faut comprendre davantage. Et troisième chose, la construction du capital social venant de savoir partager. Il ne faut pas qu'un sache et les autres ne savent rien. C'est fini. Il faut partager la connaissance. C'est un élément capital, c'est un élément fondamental pour le capital social, élément pour stabiliser tout un contexte. Alors le prix à payer est que nous sommes considérés à l'échelon européen comme les premiers de troisième division. C'est un grand résultat. On pourrait être aussi les derniers de la troisième division, mais on est en troisième division. Union Scoreboard, Union Innovation Scoreboard. Vous pouvez regarder sur votre tablette ou bien ce sont vos enfants qui pourront vous l'expliquer. Tout cela se projette de façon dramatique sur le territoire national. Après 12 ans d'héros, 20 ans de mondialisation, 7 ans de crise, la condition structurelle du pays a changé. Donc la carte finale que vous voyez, eh bien une partie du pays est plus intégrée qu'auparavant par rapport à la Rhénanie allemande et une grande partie de l'Italie par contre est moins intégrée et le problème du Sud est une fois encore important. Aujourd'hui, il y a un problème crucial, le sud de l'Italie. Il est plus éloigné du centre de l'Europe qu'auparavant. Il faut bien voir ce graphique. Vert foncé, c'est l'Allemagne et ses alentours. Vert clair, au Royaume-Uni, la France. La partie jaune, c'est nous, avec le Portugal et le Sud. La partie orange, c'est la zone Orient. Pendant longtemps, tout cela a été superposé avec le différentiel. Ça, c'est le différentiel des capacités d'innovation. Sur cela, il y a un autre élément à remarquer. Et cela a été préparé par la banque Unicredit. Si on prend les cycles de production, et au sein d'un cycle de production, nous allons distinguer les différentes phases de production. Nous avons la phase initiale. La phase initiale, c'est la récupération des matières premières, la logistique, la recherche, le développement de la recherche au niveau industriel, les premières élaborations, donc économie d'échelle importante, jusqu'à la production finale où l'on va assembler les activités et on ajoute un peu et ensuite distribution. D'après cette enquête d'Unicredit et Prometheia, le pays est très faible dans la première partie de sourcing et de distribution. Vu que le marché s'est ouvert énormément, le processus de mondialisation ouvre le marché. Ce sont les activités déroulées par les entreprises qui l'emportent dans les différentes filières. Le marché grand fait multiplier les économies d'échelle dans la partie initiale et dans la partie finale. D'un point de vue stratégique pays, tout cela est fondamental. Dans quelle partie pouvons-nous nous développer? Avec notre dimension d'entreprise, c'est clair, nous allons nous développer car nous sommes production finale, nous fournissons de la qualité à ce stade, ou bien pour la mécanique avancée. Nous pouvons gérer aussi des réseaux de distribution, car la filière est plus courte. Alors,
La phase de conception et de production est plus rapprochée. Mais faisons attention, ça dépend des politiques que vous souhaitez mener. Si vous voulez prendre des pièces du système, c'est tout à fait différent que de mener. Et si vous voulez prendre des pièces de tête du système, cela est tout à fait différent par rapport au fait de mener des politiques de queue du système. Je crois que c'est là le point crucial. Nous devons investir davantage sur des activités de recherche et d'enseignement dans tout le système, mais nous devons parvenir à transformer tout cela en valeur ajoutée du pays. Cela demande de plus d'enseignement, mais un enseignement plus diffus dans le système, comme infrastructure fondamentale pour le système. Et cela demande de l'encouragement d'entreprises nouvelles pouvant faire développer tous les systèmes dans un contexte international. Je vous montre maintenant 3 diagrammes qui me bouleversent toujours, et c'est bien l'image du pays. Ça, c'est le chiffre d'affaires total de nos entreprises, divisé en 2 parties. Chiffre d'affaires marché domestique, étranger, et c'est le chiffre d'affaires que nos entreprises ont sur l'étranger. Et nos entreprises s'accroissent au même rythme que les entreprises allemandes. Cela, par contre, sur le marché domestique. Vu qu'un pays ne peut pas se développer, étant donné qu'une partie de nos exportations continue de bien marcher, mais il faut insister sur le marché domestique, alors il est clair que le complexe du système, l'ensemble du système ne s'accroît pas. Oui, les entreprises exportent, elles sont à même d'être compétitives comme les entreprises allemandes, voire plus, mais elles ne sont pas en quantité suffisante pour faire développer le pays. Donc il faut relancer les marchés domestiques, mais il faut augmenter la quantité des entreprises que, dès le début, se positionnent sur les marchés internationaux. Mais un tout dernier constat sur le concept d'entreprise et de petite entreprise. Si, comme disaient les anciens, l'efficacité de la production dépend de la spécialisation et de la complémentarité des fonctions, je suis très bien en faisant ceci, mais si je la fais seule, je ne parviens pas à être compétitif. Si Laura fait les mêmes choses, elle est là. Si Alessandro fait les mêmes choses, mais si je fais une chose, elle fait une chose complémentaire et l'autre fait une chose complémentaire, nous avons un système qui devient compétitif. Très bien. Lorsque nous parlons d'entreprise et nous prenons 2 variables, la complémentarité de spécialisation, nous avons 4 exemples jaunes des entreprises qui ont une faible spécialisation et une faible complémentarité, très peu de relations. Lorsque vous avez montré tout à l'heure que dans le Sud, il y a beaucoup d'entreprises qui vont vers le travail indépendant et on a avancé les soupçons que cela a remplacé le manque d'entreprises où trouver un emploi, oui, ce sont des entreprises de ce type. À l'opposé, nous avons des entreprises à haute spécialisation et à haute complémentarité, des entreprises spécialisées, mais pouvant être les entreprises clés pour faire développer tous les marchés. Et ensuite, des entreprises à haute spécialisation, mais très peu de clients, et ce sont les sous-traitants. Et ensuite, des entreprises à faible spécialisation, mais dans des contextes faibles. Alors, nous avons différentes stratégies de croissance. La première, c'est bien de renforcer nos districts industriels, de la couleur jaune à la couleur rose et ensuite à la couleur verte. Ou bien on peut miser sur des sous-traitants importants du jaune à l'orange et au vert, ou bien immédiatement déplacer vers le haut tous les systèmes. Ce qui devient clé, c'est que nous avons besoin de créer des entreprises de démarrage, mais nous devons créer ces entreprises d'un certain type, des entreprises venant de la recherche. Les entreprises venant de la recherche ont une haute spécialisation
et elles contiennent aussi la capacité d'avoir le maximum de complémentarité. Alors je vous invite à établir des distinctions. Une chose est ce que peuvent faire les universités pour faire développer les entreprises, ce que les universités peuvent faire pour faire développer les entreprises à même de bouger dans une économie ouverte et capable de, bien sûr, entraîner les autres. Ce que les universités peuvent faire pour faire développer ces entreprises que nous avons rangées dans le domaine vert. Et c'est à ces entreprises que faisait référence M. Braga. Ce sont des entreprises qui prennent la recherche, la transforment en noyau qui devient la base d'une capacité de croissance du système. Nous devons distinguer, les politiques sont différentes. Pour faire développer les entreprises dans le domaine jaune, il suffit d'avoir des encouragements ou de la simplification. Pour faire développer les districts dans le domaine rose, il faut avoir des services communs. Pour faire bouger les sous-traitants, il faut avoir un accompagnement sur l'étranger. Pour faire bouger il s'impose de mettre en œuvre les mêmes universités comme sujet capable de promouvoir l'entreprise et d'avoir une vision à très long terme, à savoir la recherche transférée au sein du système entreprise. Cela servait pour deux choses, pour brosser les tableaux réalistes de la situation italienne. Ensuite, nous avons besoin d'agir sur les 4 fronts. Mais en dernier, l'aspect crucial, nous avons commencé. Nous allons commencer par Laura Ramacciotti. Qu'est-ce que les universités sont en train de faire pour bouger dans ce domaine, dans le domaine D? La question est claire, la question est claire, Laura. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ou qu'est-ce qu'elle devrait faire? Alors, voilà. Alors, comme on dit à Rome, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Les universités, alors pour me présenter, depuis une dizaine d'années, les universités raisonnent sur le transfert technologique. 2 associations ont vu le jour à l'échelon national, bottom-up, de la base. Netval, PNCube. L'une s'occupe de formation dans le domaine du transfert technologique, donc former le personnel au sein de l'université qui devrait ensuite aider les diplômés dans la création d'entreprises, dans les transferts technologiques, ainsi de suite. Et l'autre, PNCube, évoqué par M. Sobrero, elle s'occupe d'accompagnement d'une entreprise de démarrage. Quelques 60 universités affiliées à Netval et 38 affiliées à PNCube. Depuis des années, elles raisonnent sur le transfert technologique. On a abouti à une série de conclusions que je voudrais bien résumer. On est arrivé à un seuil de création de 1100 entreprises venant de la recherche, comme le disait Maurizio, mais c'est une vitesse un peu lente des investissements et des activités déroulées par les universités pour ce qui est du transfert technologique. Je parle bien de quantité, mais je parle bien aussi de dimension. Donc on est éloigné du cadran D. Donc il y a encore beaucoup de pain sur la planche, pas seulement en termes de spécialisation ou de complémentarité, mais aussi de croissance, en termes de volume de tout spin-off créé, de toute entreprise de démarrage. Il n'y a pas tellement de culture d'entrepreneurs au sein de l'université, mais aussi dans l'état d'esprit de nos diplômés, de nos jeunes.
Je vous fais part d'un constat de l'un des collègues de PNCube qui dit faire un transfert technologique malgré mon université est difficile, faire un transfert technologique contre mon université est impossible. Donc même au niveau de ce qu'on appelle dans la littérature entrepreneurial orientation, orientation d'entrepreneur, eh bien là aussi il y a beaucoup à investir. Donc il y a une enquête Netval tous les ans pour voir les chiffres du transfert technologique des universités italiennes en moyenne. Tout bureau de transfert technologique des universités a plus ou moins une personne complète, 1,5, une personne 1,5 dans ces départements de transfert technologique. Donc le moteur qui devrait générer, qui devrait animer les activités est encore un moteur sous-dimensionné. Ensuite, la culture d'entrepreneur parmi les jeunes. On l'a évoqué à maintes reprises. Nous n'avons pas d'activité spécifique dans les filières scientifiques ou bien humanistes pour faire afin que le jeune puisse bien absorber, puisse bien avoir l'encouragement et donc se projeter vers cette activité. Et même dans les dernières années, on n'a pas tellement. Donc sur cela, l'université pourrait investir davantage côté accompagnement, côté aide pour ceux qui s'approchent de ces situations et même pour les jeunes qui devraient quand même approcher les sujets liés à l'économie. Au niveau du gouvernement, on pourrait faire davantage. Depuis des années, autour de ces tables, dans ces assises, on dit qu'il faudrait améliorer la législation sur la propriété intellectuelle. Il n'y a pas tellement d'entreprises de démarrage qui mettent en valeur des brevets, donc des produits véritables. Et les dimensions de ces entreprises sont limitées. Ce sont des sociétés de conseil fondées sur les services et donc elles ne mettent pas en valeur des activités à haute valeur ajoutée. Et aussi la propriété intellectuelle est un thème qui n'est pas tellement connu. Nos diplômés ne connaissent pas tellement ce sujet. Et même ceux qui se trouvent dans des sciences techniques, ils sortent de l'université après 4 ans, 5 ans ou bien 3 plus 2 et ces jeunes ne savent pas ce qu'est un brevet, comment mettre en valeur la propriété intellectuelle. Une simplification bureaucratique de fiscalité servirait et serait nécessaire pour toutes les entreprises et pas seulement pour les entreprises de démarrage. Pour ces sociétés, s'il y avait des encouragements sous cet angle, ce serait positif. On pourrait recevoir des jeunes pionniers et donc expérimenter de nouvelles idées d'entreprise. Ils sont effrayés, on les appelle entrepreneurs et quand même ils sont effrayés. Ce sont des constats d'ordre général. Ce sont des choses qu'on entend autour des tables où l'on se rencontre périodiquement, les académiciens, les décideurs politiques, mais tout cela a du mal à trouver une synthèse concrète. Je me rattache à ce que disait Maurizio Sobrero. Insérer dans le CV des parcours liés à la capacité et l'esprit d'entreprise, cela va contre l'idée tout à fait italo-italienne d'après laquelle on est en tant qu'entrepreneur, c'est bien une vocation, point à la ligne. Donc j'ai l'impression que pour ce type d'entreprise, il y a des choses qu'il faut savoir à tout prix. Et donc, quelle est votre idée pour ce qui est de Netval PNI Cube?
Eh bien, tout cela serait tout à fait nécessaire. Et donc, d'avoir des filières d'études axées sur l'esprit d'entreprise, de la mise en valeur de la propriété intellectuelle au sein de cursus traditionnels de l'université italienne. Parce que le jeune doit comprendre non seulement qu'est-ce que c'est qu'une entreprise et comment est-il possible de faire une entreprise, mais lorsqu'il a l'idée d'un produit à mettre en valeur, il devrait avoir à sa disposition, connaître les outils qui lui permettent de transposer son idée sur le marché. Et donc, ces parcours transversaux ou bien ces parcours ad hoc au sein du cursus universitaire traditionnel, eh bien, ça serait la condition minimale à offrir. Une autre question, si tu me permets. Alors, restez tranquille. Lorsqu'on dit en Italie restez tranquille, il faut se soucier. Mais pour l'instant, j'utilise ces mots à leur propre signification. C'est-à-dire restez tranquille, un point à la ligne, c'est tout. Question donc. Les stages, d'après toi, dans quelle mesure cela pourrait rapprocher des gens de ce sujet et entrer à l'entreprise? Eh bien, le stage, ça va être la dernière phase. Eh bien, le jeune gens demande bien sûr une base théorique, notamment lorsque il n'y a pas de cursus universitaire économique ad hoc. Le stage permet aux jeunes d'entrer en contact réellement avec l'entreprise et donc cela va rendre complémentaire sa formation de base pour disposer de ces éléments minimums, des connaissances pour faire son parcours personnel. Monsieur Mariello, le point de vue des entreprises, et notamment du point de vue de ceux qui collectent des informations, des données de la part des entreprises. En ce qui concerne notamment les traits distinctifs qui est à la base du fait de faire entreprise, pour ce qui est de diplômés et donc les raisons qui les poussent à faire de l'entreprise. Et donc, autrement dit, quel pourrait être le rôle des diplômés pour améliorer le niveau compétitif de notre système pays? En tant que chambre des commerces, bien sûr, on m'a invité au nom des chambres des commerces qui ont commission de créer des entreprises. À chaque année, nous avons accompagné, cette dernière année, nous avons accompagné plus de 13 000 jeunes dans ces parcours. 1300 ont ouvert leur entreprise après une année. C'est là pour vous dire que les chambres de commerce tiennent beaucoup à cet élément. On a essayé de se développer de plus en plus grâce aussi aux nouvelles technologies en essayant de définir le public, et donc entreprises sociales, jeunes, femmes, et en essayant aussi de mettre en valeur le partenariat social. Et j'en viens au rôle que joue la coopération entre les chambres de commerce et l'université. Il y a des initiatives qui naissent de notre capacité de lire à travers nos fichiers administratifs ce qui se passe dans l'économie réelle de l'Italie. Eh bien, je m'adresse aux invités étrangers, notamment auprès de chambres de commerce. Il y a le registre des entreprises dans lequel on va enregistrer chaque naissance d'une nouvelle entreprise avec des caractéristiques qui lui sont propres. Depuis quelques années, aux nouveaux entrepreneurs italiens, nous envoyons aussi un questionnaire pour qu'ils nous aident à mieux comprendre quels sont leurs besoins au début de leur création d'entreprise. Eh bien, à partir de notre activité de recherche, il est possible de collecter des données qui nous aident à mieux comprendre ce que nous venons de voir ce matin. Quels sont et combien d'entreprises le diplômé crée dans notre pays à chaque année? 2013, c'est une avant-première et donc les données vont être publiées à travers un communiqué de presse d'ici quelques jours. On a créé plus de 33 000 entreprises par des diplômés universitaires. Ce ne sont pas
Alors, attention, ce sont des vraies entreprises. Ce n'est pas du passage générationnel d'entreprises. Donc, il n'y a pas de lien avec des entreprises précédentes déjà existantes. Et ce sont des entreprises nouvelles à part entière. Et une entreprise sur 7, c'est bien créé par un diplômé universitaire. Ça, c'est le bon côté. Le mauvais côté, pardon. Ce n'est que 22% qui sont des personnes avec moins de 30 ans et on arrive à 42 ans si on arrive à 35 ans pour tranche d'âge. Et donc, on n'est pas entrepreneur. C'est ce que ces données nous disent. Il faut travailler dans les entreprises avant de monter sa propre entreprise. Et pour le diplômé universitaire, la part des jeunes est très élevée après une expérience en tant que profession libérale ou bien travailleur autonome ou bien employé auprès d'autres entreprises. Et donc, le lancement de sa propre entreprise s'est fait après une sorte de maturation de ses propres capacités par-delà ce que l'on apprend à l'université. Ce qui se rattache donc à la motivation de la nouvelle entreprise, le diplômé universitaire qui crée sa propre entreprise, à part la minorité, moins dans le quart de cas. Alors, ces diplômés ne montent pas leur entreprise parce qu'ils sont à la recherche de leur emploi, mais parce que c'est plutôt un projet de vie et donc ils veulent bien mettre en valeur leurs propres compétences, leurs propres capacités, ce qu'ils ont appris à l'université, non seulement à l'université, mais tout au long du parcours de travail qu'ils ont fait tout de suite après l'université, mais aussi pour ce sentiment de vouloir mettre en exergue leur capacité. Ce n'est que 2,4% de nos licenciés, de nos diplômés qui nous disent qui ont monté leur entreprise pour ce qui est des mesures de facilitation. La mesure de facilitation, en tant que telle ne suffit pas. Le côté problématique, on trouve ces entreprises, notamment dans les zones urbaines, là où il y a des pôles universitaires dans le centre et au nord-ouest, Milan, Turin et Rome. C'est une donnée négative et positive à la fois. Là où il y a une offre universitaire de qualité, il y a plus de propension de la part des diplômés universitaires à monter leur propre entreprise. On monte cette entreprise au sein du service avancé qui leur sont offerts par tel ou tel autre territoire. Et donc, par rapport à d'autres créateurs d'entreprises. Et donc, plus de propension à l'innovation. Je regrette que le ministre soit parti. Et ce sont des entreprises montées dans le cadre, dans le domaine de l'économie verte, parce qu'ils ont déjà l'idée d'un produit, d'un service durable, et donc innovation qui rime avec environnement, et donc non seulement dans le tertiaire avancé. Les problèmes, les difficultés. On a fait allusion à ces problèmes. Capacité de mieux faire la liaison avec l'offre universitaire, une bureaucratie qui est écrasante. 29% de ces jeunes créateurs d'entreprises dénoncent les contraintes bureaucratiques, administratives ou bien la connaissance tout simplement de ces contraintes. Et pour résumer, quelles sont les pistes principales sur lesquelles il faudrait intervenir pour ce qui est de politique et de création d'entreprises? Moins de mesures d'incitation, mais amélioration davantage des contextes dans lesquels ces opérateurs travaillent. Développer la culture, l'esprit d'entreprise en restituant à l'entreprise, à l'entrepreneur son rôle social. Et donc des banques qui soient en mesure d'évaluer le plan de développement. Ces créateurs d'entreprises naissent par leurs propres ressources. 1 sur 10 trouve un financement auprès d'une banque.
Et donc, d'abord du système aussi des chambres de commerce, pour ce qui est du contexte bureaucratique administratif dans lequel ces nouveaux entrepreneurs diplômés vont travailler, et les universités, mais pas un dernier. Parce que le monde de la production, comme on l'a dit, doit entrer dans le monde de la formation avec toutes les contraintes qu'il y a, bien sûr. Mais la contamination entre deux étudiants de disciplines différentes avec les troisième secteurs, avec le monde de la production, eh bien, ça peut être un levier important pour développer ces compétences transversales, le désir de réussir, la capacité de résoudre le problème. Ce sont des atouts qui servent aujourd'hui non seulement pour sa propre entreprise, mais aussi lorsqu'on travaille sous un patron. Et donc, groupements professionnels, univers des chambres de commerce, des entreprises doivent développer des partenariats avec l'université. On est en train de le faire à Milan, à Reggio Calabria, dans le sud d'Italie, à Naples. Donc, il n'y a pas que le nord, il n'y a pas que les zones les plus développées de l'Italie, dans lesquelles on essaie de favoriser cette coopération et cette contamination. Quel est notre objectif ? Vous avez vu, par exemple, ce pavillon dans la forêt suédoise où Ikea a vu le jour. Eh bien, je voudrais bien voir la photo d'une entreprise du sud de l'Italie et de dire, eh bien, c'est une grande entreprise technologique, voilà sa pièce, la pièce où elle est née, ou bien un laboratoire d'université, etc. Alexandre, attention, il y a un problème. Monsieur Mauriello vous dit la chose suivante. Il y a une donne évidente. Nouvelles entreprises, haute technologie naissent non pas en fonction de mesures d'incitation de ressources propres, mais en fonction du contexte. Il nous a donné une donne qui nous soucie. On les trouve dans les centres urbains, dans des zones centre-nord, du centre-nord, étant donné qu'il y a la concentration de ces services qui nous permettent de bouger. Alors, quel est ton avis à ce propos ? Quelle est ta vision de l'Italie dans son ensemble et non pas le pays de 1861, le pays d'aujourd'hui? Bonjour. Merci à Alma Lauréat, merci au professeur Kamali qui nous invite à participer à ces débats. Je voudrais vous faire part de quelques considérations en guise de réponse aux questions que tu viens de me poser. Première considération, elle concerne la situation dans laquelle se trouve notre système économique. Techniquement, on serait sorti de la réception et donc le gouffre ne continue plus d'être un gouffre encore plus profond, ce qui ne revient pas à dire que l'Italie ait récupéré des positions. Ce qui est d'autant plus vrai, malheureusement, pour le Midi d'Italie. Mais je permets de vous signaler une perception que l'on espère formalisée par la suite sous forme d'analyse. Mais lorsqu'on arrive à la formalisation, les choses changent déjà dans la pratique. La crise, aujourd'hui, est en vigueur dans le terme d'une polarisation très puissante. D'après certains, on parle d'un tiers ou bien plus. D'entreprises d'activité qui est en train de sortir de la crise. Et pour le reste, c'est l'Italie à ses derniers jours de vie. Alors, c'est pas une situation difficile, c'est la période qui précède la mort. C'est paradoxal parce qu'il y a des signes timides de reprise, mais la reprise cette année ne va pas entraîner de création d'emplois, ce qui est difficile à expliquer. Et pourquoi j'insiste sur cet élément? Eh bien, parce que mon avis personnel, c'est à l'histoire de tirer les conclusions. À mon avis personnel, les entreprises qui sont en train de réagir au mieux, c'est bien les entreprises qui exportent, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un groupe d'entreprises qui se trouvent dans ces rectangles magiques que tu as décrits de manière variable et donc qui font partie à des filières.
internationales, mais ce n'est pas des entreprises internationales à part entière. Donc, elles s'attachent, elles s'inscrivent dans ce processus à travers la participation à des réseaux. Elles ont une capacité d'innovation considérable. Et donc, les entreprises qui s'en sortent bien, par-delà les secteurs, même dans les secteurs traditionnels, sont en train de modifier leur modèle d'affaires ou bien qui sont en train de faire de l'innovation en tant que facteur d'innovation, de compétitivité, innovation en tant que facteur d'innovation stable. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Et donc, ce sont des managers, c'est du personnel avec un diplôme universitaire. Elles sont assez nombreuses, et donc c'est une base sur laquelle on peut aussi faire des raisonnements. Mais deuxième question, est-ce que les jeunes veulent ou est-ce que les jeunes ne veulent pas faire de l'entreprise? Eh bien, à ce qui semble, les jeunes ont bien l'envie de faire de l'entreprise. Si je considère les données des 3 premiers trimestres de 2013, parmi les entreprises qui étaient en vie, eh bien, pour un tiers, c'était des personnes créées par des gens au-dessous de 35 ans. 40%, c'est bien du commerce, bâtiment, restauration, menuiserie aussi. Pour les 2 tiers de ces 100 000 entreprises de jeunes, ce sont des entreprises individuelles. Ce sont des personnes qui n'ont pas trouvé d'autre emploi et donc ce sont des personnes qui ont créé leur entreprise, leur propre entreprise. Tant aussi bien que on trouve un maximum d'entreprises jeunes dans les midi d'Italie. L'avant-garde, c'est Vibo Valentia et donc c'est au sud. Dans le centre-nord, c'est 35e place, la ville de Novara dans le Piémont. Et la dernière ville, c'est Trieste. Et donc, c'est un cadre qui parle de manière évidente. Et donc, les jeunes ont bien envie de monter leur entreprise pour remédier à une situation qui ne marche pas sur le marché du travail. C'est qui est intéressant. Et j'en viens à la question que tu m'as posée. 1% des diplômés universitaires d'il y a 5 ans disent être des entrepreneurs. Ça fait 300 000, 3 000. C'est pas beaucoup. C'est pas peu de choses. 3 000 donc diplômés à chaque année. Mais par rapport à ces données, quelle est l'avant-garde de l'innovation? Ce sont des spin-offs et des start-up. Et donc, pour s'inscrire à la chambre de commerce, il faut avoir des qualités bien établies. Et donc, c'est la pointe avancée, c'est pas beaucoup de choses. Spin-off, 1100, avec une bonne distribution sur le territoire. Il faut avoir présent à l'esprit tout ça. On les trouve un peu partout sur le territoire national. Start-up novatrice dans le système de chambre de commerce, ça fait 1600. Combien d'entreprises? 6 millions par rapport à 1600. Et donc, ce sont des petites gouttes dans l'océan. Des gouttes fondamentales, si vous voulez, mais ce sont des gouttes. Je le dis parce que c'est bien, d'accord, mais excusez-moi de mon esprit pratique. On commence de s'intéresser à ça. Eh bien, ce sont les banques qui commencent de s'intéresser à ça. Moi, je suis consultant pour un organisme d'Unicredit qui a lancé Start Lab pour le start-up. Eh bien, on essaye de trouver la connexion entre ces petites entreprises et start-up et les entreprises plus importantes en termes de taille. Et donc, les banques ne font pas du bénévolat. J'en doutais bien. On peut faire une enquête dans cette salle. Est-ce que les banques font du bénévolat? Personne ne lève sa main. Donc, c'est parlant. Alors, on revient à ces gouttes, à la question
de départ, là où l'on trouve de signes de reprise, eh bien, les forces se déplacent là-bas. Ces mouvements entre les jeunes, l'innovation, spin-off, start-up, qui existent quand même et qui font état de belles expériences, nous brossent en tableau assez intéressant, non pas en termes des données déjà acquises, mais des perspectives possibles. Rapidement, en guise de conclusion, 2 remarques. Première remarque, qu'est-ce que l'université peut-elle faire pour consolider d'une manière ou d'autre les systèmes d'innovation qui se rattachent à l'innovation? Eh bien, 2 ou 3 choses qui n'est pas si difficile de faire. Et par la suite, ça sera peut-être plus difficile. Le ministre Galletti a dit une chose qui ne répond pas, à mon sens, à la réalité. Lorsqu'on fait l'évaluation de l'université, l'État a évalué la qualité de la recherche. Et dans le rapport, cela a été écrit, la capacité de créer de l'emploi n'est pas mesurée, n'est pas évaluée, n'est pas primée. Et c'est un point important parce que l'université pourrait, par contre, essayer de déployer des efforts à ce niveau-là. C'est curieux à dire qu'on aurait des structures de placement, d'aide au placement, des rapports avec les entreprises, de développement, d'encouragement des spin-offs qui, pour l'instant, n'existent presque pas ou bien sont assez faibles si on fait une évaluation sur le plan national. Et des structures dans lesquelles il faut monter des stages. Il y a une proposition de l'association des patrons italiens. C'est difficile au sens propre et au figuré, étant donné que la demande d'innovation ne se trouve pas dans leur grande entreprise uniquement. Bien sûr, une grande entreprise est en mesure d'absorber, par exemple, les 30 stagiaires tout au long de la même période, alors que dans les petites et moyennes entreprises, les choses sont différentes. Dans le midi d'Italie, ça mérite un autre débat. Bien sûr. Lorsqu'on va analyser en profondeur tout ça, le Midi, c'est le dernier haut lieu du Fordisme, parce que les machines, on les fait au sud, parce que nous savons que le Fordisme n'est pas un modèle qui connaît la une aujourd'hui, et donc il faut essayer de reparer à certaines pertes, mais attention au centre et au nord de l'Italie, parce que le fait d'être intégré au système allemand, il y a de bons côtés, mais aussi il y a des côtés qui ne sont pas bons. Tu nous as parlé de la capacité d'innovation, Tchécoslovaquie, Hongrie, Slovaquie, qui font partie de la zone allemande au sens large du mot. Et donc, passer de la C1 à la B2, si vous n'avez pas de capacité de propulsion en tant que système autonome sans avoir pour autant un esprit de clocher, eh bien, on se trouve avec beaucoup de contraintes. Et pour le Midi, innovation, il faut se mettre d'accord. Comme tout le monde veut fermer 50, 60 et 80% des universités du Sud parce que les bilans ne marchent pas. Et là, il faut agir, il faut se poser des questions parce que si on va créer des diplômés universitaires pour faire de l'innovation, il faut être cohérent. Pas question de nous déplacer de Bari du Sud à la ville de Ferrare. L'autre vidéo maintenant, je voudrais la passer avec le professeur Camelli. Merci de votre attention. L'autre vidéo. Ginger sta per Gestioni Idee Nuove e Geniali in Emilia Romagna. Noi siamo 5 socie, 5 donne, tutte con meno di 30 anni. E nel 2012 abbiamo coniato il crowdfunding territoriale, legando questo strumento che sfrutta la potenzialità del web, delle logiche liberali e di condivisione appunto di internet,
unendo le reti degli stakeholder, la comunità, le istituzioni sul territorio. Il progetto di cui andiamo più fieri, che ci sta illuminando moltissimo riguardo al crowdfunding, è Un Passo per San Luca. È il primo progetto di crowdfunding civico in Italia. Il bene comune è il portico di San Luca, che è un monumento simbolo della città di Bologna, il portico più lungo al mondo. Ad oggi abbiamo raccolto 140.000 euro, la campagna è cominciata da 3-4 mesi e durerà ancora 10 mesi. C'è un interessantissimo fermento culturale e imprenditoriale in Italia, dovuto al fatto che si vogliono fare delle cose belle, che il mercato del lavoro non offre moltissimo, quantomeno offre cose molto piatte. Per cui ecco, di sicuro grazie anche a una cultura data dalla nostra famiglia, una cultura di libertà e di ricerca rispetto a quello che è i nostri obiettivi professionali, le nostre soddisfazioni lavorative, abbiamo deciso di fondare una startup e di prenderci questo grandissimo impegno. Si parla moltissimo di startup in Italia in questo momento, ma anche nel mondo dell'università sarebbe più utile andare a vedere quali sono i problemi pragmatici, reali di un'azienda, di una startup in questo momento in Italia. Come si fa? All'università non ci hanno spiegato come si redige un contratto, cosa vuol dire un F24, che cosa significa diventare SRL o quanto INPS si paga quando si diventa amministratore di una società. Sono tutti problemi che possono fare la differenza nei primi anni di un'azienda. Ginger attualmente ha 2 sfide di fronte a sé. La prima è consolidare l'uso del crowdfunding, il buon uso di questo nuovo metodo di finanziamento che è una rivoluzione per le start-up, per le imprese creative, per aziende che hanno prototipazioni in programma. L'altra sfida è quella di diventare società, quindi di formalizzarci effettivamente. Attualmente noi siamo un'associazione culturale, ma la nostra attività commerciale sta di gran lunga prendendo piede rispetto all'attività istituzionale. Il mercato ci chiede di diventare grandi e per cui noi dobbiamo fare questo passo. Noi abbiamo partecipato a 3 bandi da quando siamo nati, 2 li abbiamo vinti. Solo che il bando non può essere l'unica forma di aiuto da parte delle istituzioni. Anche se più che aiuto dalle istituzioni noi chiediamo di toglierci ostacoli dal percorso, per cui meno burocrazia, meno tasse. E sì, questo già potrebbe essere un grandissimo aiuto e una forza per noi. Di sicuro ci manca l'esperienza e non troviamo in effetti delle persone che ci possono aiutare, che ci danno la solidità di una consulenza importante. In questo momento non si capisce quali possono essere gli strumenti migliori, che tipo di forma giuridica prendere. Lo scenario attuale in cui ci troviamo a lavorare, la crisi economica, questo alto peso delle tasse sugli utili, diciamo che non aiutano a essere ottimisti, ma il mercato ci sta chiedendo di proseguire, per cui noi assolutamente ci prenderemo questa responsabilità e proseguiamo. Se tornassimo indietro lo rifaremmo gli stessi errori che abbiamo fatto e in un anno siamo cresciuti, credo, più di 5 anni, tutto in una volta, per cui sì, ben venga, ci stiamo divertendo moltissimo. Sì, mi sembra che Ginger, à la clé, est la synthèse de notre débat. Permettez-moi de dire 3 choses. Alors, tout d'abord, revenons à Ginger. Très bien, les petites entreprises, mais qu'elles deviennent de grandes entreprises. On ne peut pas être petit tout le temps. On ne peut pas être une entreprise en démarrage pendant 5 ans. Cela peut durer 6 mois. Hein. On est jeune lorsqu'on est jeune, et pas tout le temps. Et puis, le fait d'avoir des outils pour se rendre compte de ce qui s'est produit, est important. On ne doit pas chercher des pères, mais des oncles, c'est-à-dire quelqu'un qui puisse t'aider comment simplifier les choses et non pas les complexifier. Cette idée de chercher l'AG qui puisse aider les jeunes est important. Ce n'est pas la mode en ce moment, mais ça arrivera aussi notre tour. Et ensuite, à la clé,
que fait Alma Lauréat pour ces choses? C'est une question qui m'a soufflé Andrea pour eux finalement. Alors, le travail est extraordinaire, notamment les chiffres pour toutes et tous. Ensuite, Alma Lauréat a réussi à élargir ses propos du diplôme au bac. Et ensuite, Alma Orienta. Eh bien, en Italie, il est très important d'avoir des outils pour s'orienter. Orienter, trouver l'Orient, trouver un point de repère, avoir des boussoles. L'idée d'Alma Lauréat, donc une grande boussole à la disposition de tout un chacun et du pays, est fondamentale. Tout cela doit être soutenu. Commençons à donner notre aide. Alors, il pose la question. Et aussi la région? Eh bien, je réponds de cette façon. La réponse arrivera cet après-midi. Maintenant, c'est le déjeuner.